Bonjour, c'est toujours Luc Ramazouk du comité Précaire 18. La dernière fois, je vous ai présenté dans un podcast d'abord un peu l'histoire de la lutte syndicale, de la CGT, des comités de précaires, donc très brièvement, avant de vous présenter les pratiques de coopération intégrale et comment elles peuvent abonder les pratiques syndicales, notamment des comités de précaires. Dans ce deuxième épisode, je voulais revenir sur des éléments théoriques. Par exemple, pour expliquer ce qu'est le travail, à la manière peut-être dont le fait déjà la CGT, enfin en tout cas tel que ça m'a été présenté dans ma formation niveau 1, mais en essayant de lever certaines confusions qui me semblaient présentes. Donc, par exemple, dans le même module, on nous présentait le travail évidemment comme un lieu d'exploitation, mais également un lieu d'émancipation. Alors, ça n'a pas été expliqué pourquoi ou comment ça pouvait être à la fois les deux. Et c'est exactement là où se situe le cœur de ce que je veux démontrer afin d'arriver à la conclusion que nous avons besoin en plus des pratiques traditionnelles de la CGT, d'abonder avec des pratiques de sortie du capitalisme qui sont peut-être pour certaines qu'on peut rapprocher de certaines pratiques qui ont existé dans l'histoire de la CGT, des pratiques d'autonomie directe dans les syndicats, mais qui vont sans doute plus loin, en tout cas en s'appuyant sur un corpus théorique, notamment de la critique de la valeur, qui produit une critique radicale de l'économie et de ses catégories. Donc, la question que l'on pose, c'est qu'est-ce que le travail ? Dans ma démonstration, mon but, c'est de montrer qu'il n'y a pas une espèce de catégorie anhistorique, c'est-à-dire qui aurait existé à toutes les époques de travail. Dans la critique du travail, on essaye même d'ailleurs de montrer que le travail est nécessairement capitaliste et que ce qui serait post-capitaliste serait autre chose que du travail. Là, on va juste essayer d'ajouter des qualificatifs au mot travail. En parlant du travail économique, donc je vais commencer par ça. Qu'est-ce que le travail économique ? Donc c'est celui qu'on connaît tous. Autour de quoi s'articule le travail économique ? Il s'articule autour de la propriété privée qui est détenue par des entreprises. Ces entreprises, leur finalité, ce qui motive leur action, c'est vendre des marchandises pour survivre à la concurrence. Donc là, on peut voir déjà que l'entreprise, son but n'est pas de répondre à un besoin social. Son but, c'est de vendre des marchandises et de survivre à la concurrence. Pour cela, elle essaye de générer du profit, de la valeur économique, de la survaleur, ça c'est des synonymes. Et donc tout ça, ça explique pourquoi le travail et l'entreprise, c'est ce que c'est. Puisque la finalité, c'est de survivre à la concurrence et de générer de la survaleur, tout le reste devient secondaire et devient instrumental à cet objectif. Par exemple, ce qu'on appelle la masse salariale, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs qui réalisent la production, c'est uniquement une donnée qui va servir, avec le temps de travail effectué, à générer ce profit. Donc on essaye de faire en utilisant le travail, en exploitant le travail, de réaliser du profit, et c'est cela qui constitue la finalité de l'entreprise. Donc du coup, si il se trouve que pour maximiser la survaleur, on doit se débarrasser d'employés, on le fait. Si il faut rogner sur la qualité, acheter des produits, des matières premières dont la production est polluante, on le fait. C'est juste comme ça qu'on survit à la concurrence, puisque sinon la concurrence réalise exactement la chose qui sert à gagner,
et donc tout le monde est tenu de faire ce qui sert à gagner la concurrence. Et donc ça génère non seulement le rapport au sein de l'entreprise, mais ça génère le rapport de toutes les sociétés humaines avec le monde entier. Donc les ressources qu'on appelle des ressources, puisque au-delà de ressources, les forêts, les montagnes, les animaux, tout ça, ce sont des vies ou des écosystèmes qui ont une valeur intrinsèque, donc comme les travailleurs. Mais pour l'entreprise, la valeur intrinsèque des choses disparaît et elles ne deviennent que des ressources à exploiter. Et donc c'est évident de ce côté-là, de ce point de vue-là, que la vie passe au second plan devant l'objectif unique du capitalisme, qui est de générer de la survaleur, et que donc on ne peut pas protéger notre environnement, protéger la vie humaine dans ce contexte. Donc pourquoi le travail, après avoir dit tout ça, pourrait être forme d'émancipation, source d'émancipation? Parce que le travail, s'il n'est pas économique, il peut être une contribution sociale. Là, on touche à ce qui fait du bien ou ce que recherchent les gens dans l'idéal qu'ils ont du travail, c'est-à-dire donner en partie un sens à leur existence par le fait de contribuer à leurs congénères, à la société, à la marche du monde. Et donc cela, ça veut dire contribuer. La contribution sociale, on pourrait le traduire par contribuer à répondre à un besoin social. Les besoins sociaux, ça aussi on le voit en formation niveau 1 de la CGT. Les besoins sociaux, donc, ce sont tout ce qui sert à l'humanité à vivre et tout ce qui est en fait le fruit de notre interdépendance. Donc on ne résout pas nos besoins tout seul, c'est toujours, notre existence est toujours liée au fait qu'on s'organise avec d'autres humains. Voilà, sauf dans les fantasmes survivalistes. Donc la contribution sociale, par opposition au travail économique, autour de quoi s'articule-t-elle ? Elle s'articule autour d'institutions. Donc il va falloir que je définisse l'institution. L'institution, c'est une manière de répondre à un besoin social collectif et donc qui est pérenne dans le temps. Cette institution, elle doit s'appuyer sur de la propriété collective, ce qui garantit qu'elle va pouvoir, que les moyens employés vont pouvoir être mobilisés pour l'objectif donc de ces institutions, qui est de répondre à un besoin social. Donc par exemple, une institution comme l'hôpital, son but c'est de répondre au besoin social, de soigner les gens, jusqu'à ce que le libéralisme en fasse du travail dans l'hôpital une marchandise comme une autre. Et donc la somme des contributions sociales de chacun, mise bout à bout, ça contribue à créer non pas du profit, mais de la richesse sociale, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'une société est belle. Donc assurer la sécurité de ses membres, créer de la beauté donc par l'art, par la manière de bien vivre. Donc là déjà on vient de brosser le tableau de deux choses très différentes qu'on confond souvent dans la description qu'on fait du travail. La contribution sociale, une partie des gens qui travaillent ont déjà une idée de ce que c'est, ou un souvenir de ce que c'est, malheureusement à cause des transformations sociales. Ce sont les fonctionnaires qui travaillent dans les institutions publiques. Donc, les institutions publiques sont une forme d'institution traditionnelle, gouvernée par des ministères, une institution alternative, non publique, non étatique. C'est par exemple la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale historique, c'est une institution autonome, une institution créée par les travailleurs pour essayer de faire face au capitalisme. Donc à partir de là, on va présenter différents modèles d'organisation sociale basés sur l'institution, et dont une partie va s'appliquer à essayer de diminuer ou de lutter contre les inégalités, de créer un semblant d'égalité sociale au sein de l'économie
par la garantie économique générale. Ça, c'est une formulation de Frédéric Lordon, mais on va voir qu'il y a différents modèles proposés par des organisations de lutte qui utilisent ce concept, et d'autres qui vont plutôt s'axer sur la sortie du capitalisme et des relations économiques, des relations marchandes. On va repartir de la contribution sociale, puisque les modes d'organisation qu'on va présenter, elles ont la vertu, plus ou moins, de permettre à nouveau aux individus de plutôt être dans un rapport de contribution sociale et moins de travail économique. Les deux premières de ces catégories qu'on va explorer, qui sont plutôt en négociation, en rapport de force avec l'économie, ça veut dire qu'ils sont quand même impliqués largement dans des rapports économiques, mais plutôt socialisés à grande échelle, c'est-à-dire pas centrés uniquement sur l'entreprise, c'est-à-dire que la comptabilité n'est pas restreinte à l'entreprise prise dans une concurrence généralisée. On va repartir du service public, qui est la forme d'organisation sociale permettant la contribution sociale qui est la plus connue, puisque à travers une forme de socialisme d'État, il s'est développé notamment en France. Le socialisme d'État, il se produit notamment à partir de nationalisation d'entreprises. Donc, si on refait le chemin inverse, si les entreprises concurrentes pour le chemin de fer redevenaient un service public, on obtiendrait de nouveau la SNCF telle qu'elle a pu être connue par les plus anciens qui nous écoutent. Cette Société nationale des chemins de fer, elle est basée sur le fonctionnariat, ça veut dire que les personnes qui travaillent en son sein sont des fonctionnaires. Ils sont rémunérés par rapport à leur qualification, donc ce n'est pas lié forcément à leur travail en tant que tel, mais plutôt par le fait qu'ils ont, par le biais d'un concours, ils sont entrés dans la fonction publique. Et donc le socialisme d'État, c'est le fait que une organisation extrêmement centralisée comme l'État organise, et extrêmement pyramidale, c'est-à-dire que à partir des ministères, à partir du gouvernement, on organise le service public, et les fonctionnaires sont chargés d'appliquer le mode d'organisation national. Et de cette manière, on peut assurer un service répondant aux besoins sociaux de toute la société, c'est-à-dire en l'occurrence pouvoir se déplacer. Donc plus on aura un socialisme d'État développé, et plus de fonctions de la société seront remplies par ce biais, par ces services publics. Et donc si on a un service public de l'alimentation, du soin, de l'habitat, eh bien tout le monde peut de façon égalitaire accéder au logement, aux soins, à l'alimentation, etc. On va opposer à ce socialisme d'État qui est très centralisé un socialisme autonome, c'est-à-dire organisé par la société et non pas par un gouvernement et ses ministères. Donc un socialisme autonome, il procède d'une socialisation des moyens de production et du salaire par les travailleurs. Et donc l'exemple historique le plus concret, c'est la sécurité sociale. Donc elle n'était pas basée sur la socialisation des moyens de production, mais au moins du salaire, à travers le salaire brut, et donc le salaire socialisé. On obtenait de l'argent mis en commun que les travailleurs pouvaient distribuer afin d'assurer un certain nombre en tout cas une certaine sécurité. Il y a une certaine garantie générale de sécurité pour les individus de la société face au chômage, pour étendre ça à l'assurance chômage, face à la vieillesse, pour étendre ça à la retraite, et donc face à la maladie et face aux inégalités constituées par la famille, par exemple. Dans un modèle où on met en commun les moyens de production, on les socialise, en tout cas les moyens de production capitalistes dans ce modèle-là,
On peut en plus réellement décorréler le financement, l'investissement des moyens de production de l'activité économique de l'entreprise en tant que telle. Et donc, ça veut dire que si la société, organisée démocratiquement à travers le syndicalisme, décide ce que l'on va produire et du coup quels moyens sont nécessaires pour produire, sauf que la finalité de la production, comme on l'a vu dans la première partie de cette présentation, n'est pas de vendre une marchandise, mais bien de répondre à un besoin social. Donc si on identifie un besoin de la société, on identifie des moyens d'y répondre, et on les finance, grâce à l'argent socialisé par toute la société. J'ai parlé de garantie économique générale, donc ça c'est un concept formulé par Lordon et qui recoupe différentes manières de créer une société, un socialisme autonome. Donc le réseau salariat propose le salaire à vie comme moyen de concrétiser ce projet. Et à la CGT, par exemple, on a également des propositions dans les repères revendicatifs qui vont dans le même sens. Donc la sécurité sociale intégrale, qui est censée garantir des moyens de subsistance économique à tous les individus de la société. Et le nouveau statut du travailleur salarié, qui décorrèle le salaire de l'activité salariée. Et donc on reçoit un salaire en fonction d'une qualification. Et ainsi on est protégé également du chômage. Les deux formes que j'ai présentées, elles sont en négociation, en rapport de force avec l'économie, puisqu'elles existent toujours dans l'économie. Elles manient l'argent et elles sont au cœur d'une économie mondiale, une économie capitaliste mondiale. Le problème qui peut être décrié dans ce modèle-là, qu'il faut malgré tout poursuivre, parce que c'est une manière de sécuriser les gens dans l'état actuel de la société, c'est-à-dire le capitalisme. Le problème que ça peut poser, c'est que une telle société socialiste, elle est malgré tout tenue par des nécessités comptables. À un moment, pour financer quelque chose, eh bien, il faut d'abord vendre, ce qui permet ensuite d'acheter des matières premières, tout ça, ou pour abonder en salaire. Donc les salaires, on a dit, ils sont socialisés, donc il y a une caisse globale, donc ça c'est on va dire presque le moins difficile. Mais par exemple, acheter les matières premières, eh bien, il va falloir arbitrer comment on distribue l'argent socialisé, l'économie socialisée pour acheter les matières premières et tout ça. Et donc là, il y a un degré de gestion extrêmement élevé, et en plus dans un contexte qui est extrêmement difficile. Puisque si le socialisme n'est pas international, eh bien on peut avoir un écrasement financier de la société à cause des réactions économiques mondiales. Donc on peut être coupé des marchés, on peut avoir tout un tas de sanctions et de conséquences, et donc ça peut entraîner un appauvrissement de la société et donc pousser à la barbarie, donc comme on a connu dans le totalitarisme. On peut imaginer que la société a largement évolué, qu'on ne referait pas les mêmes erreurs aussi parce qu'on n'est pas en URSS et qu'on n'a pas l'histoire de la Russie, l'histoire de l'impérialisme russe derrière nous. Mais néanmoins, on peut dire qu'il y a des contraintes mécaniques liées à l'économie qui influent sur les choses et dont on ne serait sans doute pas débarrassé du jour au lendemain, même en nationalisant, ou en tout cas en réalisant le socialisme à l'échelle nationale, grâce à une socialisation des moyens de production et du salaire. Donc ce que je souhaite présenter comme deuxième modèle, et l'idée vraiment de cette présentation, ça ne sera pas de mettre en concurrence ces deux modèles, mais de plutôt voir comment on pourrait faire articuler deux types de pratiques pour sécuriser les gens dans l'état actuel de la société. Donc on a déjà finalement ce que je vous ai présenté en premier, ça revient globalement aux pratiques actuelles
aux objectifs, aux revendications actuelles de la CGT, c'est-à-dire voilà, créer de la sécurité dans l'économie pour les salariés, faire en sorte que les besoins sociaux de chacun soient garantis, même qu'ils soient employés ou non, décorréler voilà, l'activité du salaire. Et donc, dans l'idée, cette sécurisation, alliée à la baisse du temps de travail, aussi revendiquée par la CGT, ça pourrait permettre de dégager du temps. Dégager du temps, peut-être pour pouvoir se libérer plus radicalement des relations économiques. Voilà, pour éviter les retombées d'une transformation socialiste de la société et pour pouvoir de nouveau avoir un rapport direct avec les choses, avec la vie, avec nos relations, avec ce pourquoi on fait les choses et sortir d'une réification, donc le fait que les choses soient au final faites pour que l'exercice comptable soit réussi, que ce soit à l'échelle d'une entreprise ou même à l'échelle d'une société socialisée. Donc l'idée c'est de faire de la contribution sociale qui soit en rupture avec l'économie, qui soit dans l'objectif de nous libérer collectivement d'économie. Donc on a présenté le service public, on peut imaginer des services communs socialisés donc dans l'économie. Ce que je souhaite présenter, donc là je vais reprendre l'exemple du service public pour aller dans l'opposition. Ce sont des services communs. Et donc ces services communs, ils s'appuient sur des institutions autonomes et démocratiques. Et là, leur spécificité, c'est qu'elles vont être anti-économiques. Donc des institutions autonomes démocratiques, qu'est-ce que c'est par rapport à la présentation que je vous ai faite au début? Je vous ai dit, une institution, c'est quelque chose qui essaye de répondre, d'apporter une réponse collective à un besoin social, et ce de manière pérenne. Eh bien, une institution autonome et démocratique, c'est comme le service public, c'est exactement la définition que je viens de vous faire, sauf que ce n'est pas détenu par l'État, et donc c'est détenu de la même façon par la population, par les travailleurs si on peut dire. Et son but unique donc c'est de répondre à un besoin social, et c'est administré finalement par les gens qui en bénéficient aussi. Ça veut dire que comme chacun doit contribuer à la société d'une manière ou d'une autre, et ben chacun peut s'inscrire dans une de ces institutions, et à partir de là, autant elle en aurait bénéficié en n'y étant pas, en n'y travaillant pas, et bien en y travaillant, elle va participer à la démocratie de cette institution et donc décider comment elle fonctionne. Donc à la grande différence du service public où les fonctionnaires sont organisés par l'État et par les ministères et donc doivent appliquer les ordres, et donc tout fonctionnaire, surtout à l'époque actuelle, reconnaît qu'il y a des graves problèmes dans ce que deviennent ces institutions, et donc et elles n'ont pas leur mot à dire du tout. Elles sont juste des travailleurs comme dans une entreprise chargés de réaliser leurs tâches, pour lesquelles on leur verse le salaire, même si c'est décorrélé pour les fonctionnaires. Et donc ces institutions autonomes donc de l'État et démocratiques, puisque organisées par les gens qui en bénéficient et qui les font exister, eh bien elles sont aussi dans une logique de démarchandisation. Donc là, l'idée, c'est que pour sortir de l'économie, et donc de ce que l'économie implique mécaniquement sur la société, ce qu'elle produit comme dissociation entre ce qui est la vie, nos relations, et ce qui est accomplir un objectif économique, pour arriver à cet objectif de démarchandisation, il faut libérer du temps du travail économique. Donc c'est pour ça que je parle d'une articulation de la pratique visant on va dire le communisme économique, c'est-à-dire le socialisme. Pourquoi ça s'articule avec ça? C'est parce que, je disais, un des objectifs de la CGT, c'est de réduire le temps de travail, pour le partager pour tous notamment, pour que tout le monde ait accès à une contribution sociale économique,
par le travail économique. Et donc aussi libérer du temps de travail, ce qui aussi libère l'esprit pour imaginer autre chose. Et donc imaginer autre chose et vivre autre chose, ça peut être ça. C'est contribuer à des services communs, des institutions démocratiques autonomes et non marchandes. Et donc le temps qu'on donne à ces institutions, il n'est pas rétribué par du salaire. Et de cette manière, on peut garantir des moyens de subsistance à l'ensemble des gens qui s'inscrivent dans cette démarche. Donc pour s'inscrire dans cette démarche, il faut devenir contributeur soi-même. Et bien sûr, les personnes dépendantes bénéficient de la garantie des moyens de subsistance à laquelle contribue leur foyer, ou les personnes valides, on va dire, de leur foyer. Et donc, en donnant de son temps à développer ces institutions, on commence tous à sortir de l'économie des choses, puisque du coup, dans les coûts qui entrent dans ces productions, il n'y a déjà plus la masse salariale. Et la masse salariale, en fait, si on remonte une chaîne de production, par exemple un boulanger qui vous garantit du pain, eh bien si vous garantit du pain en garantissant son pain dans la structure que j'ai présentée, donc le pain va coûter le prix habituel moins le temps de travail. Mais jusque-là, il y a toujours de la farine à acheter et du bois à acheter si le pain est cuit avec du bois. Eh bien, en remontant la chaîne de production, en libérant plus largement l'économie, on va pouvoir peut-être produire du blé gratuitement. Donc peut-être qu'il va falloir se libérer du pétrole pour ça, à moins d'avoir du pétrole produit de manière communiste. Et il va falloir produire du bois de chauffage. Donc, pareil, dépendance au carburant, mais dans tous les cas, assez rapidement, on peut arriver à produire, par ce modèle d'organisation collective-là, du pain gratuit. Et donc avoir du pain gratuit, c'est tout ce qui est démarchandisé, en fait, c'est de l'amplitude de démocratie qui s'ajoute. C'est-à-dire que, puisque vous n'êtes plus contraint par l'achat de matières premières ou d'énergie, eh bien, vous pouvez faire absolument tous les choix que vous voulez en termes d'écologie, d'éthique. Vous pouvez partager le travail autant que vous voulez. Vous pouvez décider comment fonctionne la production intégralement. Choisir le type de blé que vous voulez, la façon de cuire, enfin bref. Vraiment, là, les travailleurs, puisqu'ils ne sont plus tenus à vendre une marchandise, ils sont juste tenus à une garantie envers leurs contemporains de répondre à un besoin social, eh bien, ils peuvent juste s'atteler à ce qui est l'essence de leur contribution sociale et se libérer, on va dire, des contraintes économiques. Et c'est celles-là qui, finalement, ces contraintes économiques, qui produisent toute la violence sociale, toute la violence écologique. Et l'objectif, c'est de s'en libérer. Et donc, ces services communs, ils s'articulent également sur de la propriété commune, mais c'est de la propriété commune de moyens qui ne doivent pas être inféodés à l'usage et aux relations économiques. Ça veut dire que votre four à pain, vos moyens de production, que ce soit pour la boulangerie ou pour quoi que ce soit, il faut que ce soit garanti qu'ils puissent être utilisés pour produire du pain de manière non marchande dans ce système-là. Et également, dans l'idéal, qu'il ne risque pas de couler, parce qu'à côté de ça, on a encore une activité économique, puisqu'on n'est pas encore totalement libéré de l'économie, et donc les gens continuent d'avoir du travail économique. Donc l'idée, c'est bien de protéger la propriété commune des relations économiques qui restent encore. Donc voilà, là ce que j'ai présenté, c'est une manière dans le quotidien, dès à présent, en réduisant le temps de travail pour chacun, d'accéder au fait de contribuer à un imaginaire et même à quelque chose de matériel, de communiste immédiat, et donc de réellement vivre qu'est-ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que c'est répondre aux besoins sociaux, qu'est-ce que c'est vivre avec ses contemporains de manière sereine.
Ça a pour conséquence aussi de rompre l'anonymat, c'est-à-dire que vous savez qui a produit et comment tout ce qui vous est fourni pour vivre, et ça vous est fourni de plus en plus gracieusement, toujours en considérant que vous êtes également contributeur de cette société. Donc je n'ai pas présenté encore en détail comment on est reconnu contributeur ou contributrice, mais il y a évidemment une manière de résoudre le sentiment d'injustice. Souvent, quand on parle de ce type de modèle, les gens ont tout de suite peur de tomber dans des modèles non équitables, qu'on va profiter de leur travail. Bon, bref, tout ça, c'est lié à des inquiétudes du monde capitaliste, mais il y a une manière en tout cas de proposer des contributions quand elles n'existent pas encore, quand elles n'ont pas encore été reconnues déjà par l'ensemble des contributeurs, et donc de jauger en gros les contributions de chacun. Et on peut les remettre en question. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'une institution révolutionnaire, une institution démocratique autonome, elle a aussi les moyens, elle est construite sur la base, sur le fait qu'elle peut être remise en cause à tout moment par l'ensemble des gens qui en bénéficient, qui mandatent les personnes pour la faire tourner. Voilà, donc pour aller plus loin, pour présenter ça, il faudrait que je présente la provision commune, qui est une forme d'organisation expérimentée dans la région où je vis. Mais j'ai pu déjà faire ce que je voulais, c'est-à-dire lever une confusion sur le travail économique, la contribution sociale, et aussi montrer que la voie qui est poursuivie aujourd'hui d'essayer de socialiser l'économie pour aboutir au communisme, elle est d'une part très difficile, ça on le voit, parce qu'on est dans la lutte des classes avec le patronat, on est dans la lutte des classes avec l'État, et que donc tout passe par le rapport de force, par la grève, et voilà, c'est aussi difficile qu'on le sait. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'en réussissant cet objectif déjà très fort qui serait de réduire le temps de travail, et aussi de gagner sur le fait de garantir des moyens de subsistance économique aux gens, on pourrait laisser du temps à chacun pour contribuer à des nouveaux moyens, des nouvelles relations qui seraient radicalement en opposition avec l'économie et qui réduiraient notre dépendance aux relations économiques, que ce soit au niveau national et au niveau international. Et donc voilà, ce à quoi je voulais en venir, c'était que on peut dès à présent, notamment dans les comités de précaires où des personnes sont privées d'emploi, donc privées de contributions sociales et privées de moyens de subsistance, on peut proposer, en plus de la lutte traditionnelle qu'on mène, de contribuer à des services communs dès à présent, même localement, qui nous permettent d'être en relation, en interdépendance non marchande, de vivre quelque chose de relationnellement qui est très vivifiant, et de vivre l'imaginaire de la révolution, et que ça nous renforce. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que la société capitaliste, avec son anonymat généralisé, son économisme intégral, eh bien, elle génère en fait toutes les violences sociales, et donc aussi tout un tas de violences au sein de la société, le fait de s'engueuler en permanence, de pouvoir aller jusqu'à se battre avec ses voisins, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Voilà, que les gens puissent entrer dans des rapports de domination les uns avec les autres aussi, de manière aussi interpersonnelle. Donc, par exemple, si on est privé de moyens de subsistance parce qu'on est en bas de la hiérarchie sociale, eh bien on va s'adonner au banditisme. Eh bien, a priori, tout ça, si on arrive collectivement à nous libérer des relations et de la hiérarchie économique et de la hiérarchie sociale, et en répondant aux besoins sociaux de chacun, évidemment, on devrait pouvoir réduire toutes ces violences. Voilà, là je brode un peu, j'ai fini ce que je voulais dire. Je vais dédier cette émission, ce podcast, aux
aux personnes qui ont lutté à Sainte-Soline ce week-end, en ayant une pensée pour les blessés, en espérant que tout le monde survive et s'en remette. Et également aux mutilés des manifestations contre la réforme des retraites. Et je vais également souhaiter un bon ramadan à tous ceux et toutes celles qui le pratiquent. Mais j'ai besoin des paroles. Darmanin, 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 petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale queue qu'on pourrait clouer sur ton cercueil, ta sale gueule de laquelle on arracherait un œil. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale loi qu'on cramera, tes sales mains qu'on coupera, dont on gardera les doigts, qu'au détail on vendra. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta langue trop bien pendue au micro de télé, on pourrait attraper et jeter à nos pieds. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Tes costards bien serrés, tes idées mal placées, ton désir de régner nous font bien rigoler. Darmanin, déchire, range tes cerveaux, range ta gueule plancher, ferme ta gueule, la petite gueule dansera, les fascistes soudains n'en oubliera jamais. Darmanin, ton échine nous servira de plancher sur lequel on dansera autour d'un feu de joie. Darmanin, range tes mains, ferme ta gueule, c'est pas ça.